Tout de suite sur Bénin TV. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. 17 juin, journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification. Des élèves béninois deviennent acteurs de changement à Glazoué. Ils plantent, apprennent et s'engagent pour la sauvegarde de leur environnement. Planter aujourd'hui pour protéger demain, reportage à suivre dans ce journal. À Togben, le bois ne meurt pas, il se transforme. Dans leur atelier, des artistes lui donnent une nouvelle vie. Génial Afouda Moussi Agboka est allé à la rencontre de ces jeunes créateurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Nous ouvrons avec l'évolution majeure des relations entre le Bénin et le Niger. Après 2 semaines de discussion, les experts ont rendu leur rapport sur la réouverture de la frontière commune. Un rapport transmis directement aux autorités béninoises et au président nigérien Abdourahmane Tiani. Les détails dans ce communiqué lu par Jérôme Rumbo. À la suite de la visite officielle du président Romuald Wadaï à Niamey le 2 juin 2026 et de la décision commune des 2 chefs d'État de constituer un comité conjoint d'experts chargé d'examiner les conditions de réouverture de la frontière entre les 2 pays, les délégations du Bénin et du Niger ont engagé, au sein de leurs équipes respectives, un travail approfondi sur l'ensemble des questions inscrites à leur mandat. Au terme du délai de 15 jours imparti, les 2 délégations ont remis à leurs chefs d'État respectifs les résultats de leurs travaux. Les 2 parties se félicitent des résultats fructueux de ce premier cycle de travaux sur l'ensemble des sujets examinés. Forts de ces acquis, les experts des 2 pays se réuniront conjointement d'ici la fin de la semaine pour consolider leurs conclusions et soumettre un rapport commun aux 2 chefs d'État. Cette étape marquera l'aboutissement heureux d'un processus conduit avec sérieux, célérité et un sens aigu de l'intérêt partagé. Les 2 gouvernements réaffirment avec conviction l'engagement personnel du président Wadaï et du président Tiani en faveur d'un partenariat bénino-nigérien renforcé et qui ouvrira une page nouvelle dans les relations entre les 2 pays frères. Fait à Cotonou et à Niamey le 16 juin 2026. Pour le gouvernement de la République du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, ministre en charge de l'intégration africaine. Pour le gouvernement de la République du Niger, Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Restons dans l'actualité avec la célébration ce 17 juin de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Ici au Bénin, dans la commune de Glazoué, elle est marquée par l'implication des plus jeunes. Des élèves ont participé à une grande séance de reboisement sur 1 hectare. Ils ont appris les gestes pour planter des arbres et protéger la terre. Un moment de partage entre théorie et pratique. Igor Ayosso et Falon Kisezouno étaient sur place. Voici le reportage. Autour des agents des eaux, forêts et chasses, ces enfants suivent avec attention les explications. Pourquoi planter un arbre? À quoi sert-il dans notre quotidien? Comment contribue-t-il à la lutte contre la désertification? Et surtout, comment le mettre en terre? Vient maintenant le tour des enfants. Chacun, accompagné d'un encadreur, fait le geste utile. Déchire le sachet, tu le déposes à côté. Puis tu prends ton arbre en main et tu fermes un peu le trou. Puis on dépose l'arbre et on ferme le trou. Les organisateurs misent sur cette jeune génération pour relayer les bonnes pratiques environnementales au sein des familles et des communautés.
L'activité a un premier objectif, c'est d'éduquer les enfants aux différentes fonctions de l'arbre, de leur permettre de savoir comment on met en terre un plan, afin de leur permettre de relayer ces informations, ces pratiques auprès de leurs collègues, élèves, mais également auprès de leurs familles respectives. Les enfants ambassadeurs qui constituent pour nous les relèves de demain. C'est pour ça qu'on les a amenés ici pour leur apprendre comment il faut mettre en terre les plans et comment ils doivent pouvoir relayer ça auprès de leurs pères et de leurs familles respectives. Sur ce site d'1 hectare du CEG3 de Glazoué, plusieurs jeunes plants seront mis en terre par ces enfants ambassadeurs de la forêt qui repartent avec la conviction que chaque arbre compte dans le combat contre la dégradation des terres. À noter qu'après cette séance avec les enfants ambassadeurs, la délégation de la Direction générale des eaux, forêts et chasses a mis le cap sur une autre localité, toujours dans la commune de Glazoué, pour la célébration officielle de la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et en bref, le Conseil économique et social organise depuis ce matin la première édition de ces cafés scientifiques, un espace d'échange et de dialogue pour mieux comprendre les enjeux de l'éducation financière et de la protection sociale. Thème de la rencontre, maîtriser son budget, épargner et s'assurer l'alliance stratégique pour atteindre la stabilité financière. Les détails sont à venir dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le Bénin poursuit sa révolution numérique. Dernière innovation en date, une application mobile qui permet désormais aux Béninois de la diaspora de renouveler leur passeport en seulement 30 minutes. Une avancée saluée par plusieurs compatriotes vivant à l'étranger. Les précisions avec Rebecca Kinjaoundé. Des appels interminables, des déplacements sur des centaines de kilomètres pour des rendez-vous dans une ambassade, des semaines d'attente, parfois même plusieurs mois d'incertitude. Pour certains, il fallait carrément rentrer au pays afin d'accomplir une simple formalité administrative. Aux États-Unis, George se souvient encore de ces procédures longues et éprouvantes qui accompagnaient chaque renouvellement de passeport. L'ambassade à Washington DC est très éloignée de beaucoup de compatriotes. Et il fallait vraiment trouver le temps et les moyens toujours, qui ne sont pas toujours aisés, pour se rendre à Washington DC et aller faire cette formalité pour le renouvellement du passeport. Il faut revenir ou parfois être obligé d'aller jusqu'au Bénin pour récupérer le passeport lui-même. Didier Lando, lui, est un journaliste béninois vivant au Sénégal. Il rencontrait les mêmes difficultés. Avant, pour un Béninois vivant au Sénégal, pour renouveler son passeport, il fallait impérativement rentrer au Bénin. Il fallait donc prendre en compte le coût du billet d'avion, le coût du séjour, les tracasseries sur place, sans oublier les obligations professionnelles mises en pause pour aller faire cette démarche-là. Aujourd'hui, les lignes bougent progressivement. Après la dématérialisation de plusieurs actes administratifs, une nouvelle étape vient d'être franchie avec la mise en service d'une application mobile dédiée au renouvellement du passeport béninois. Depuis plusieurs années, nous observons au Bénin une volonté de moderniser l'administration publique, de simplifier les démarches et d'utiliser davantage les outils numériques pour approcher les services des citoyens. En instituant le e-pass, permettant à la diaspora de pouvoir renouveler son passeport en moins de 30 minutes et en ligne de n'importe où à travers le monde, le Bénin vient de démontrer encore que chaque jour, il repousse les limites de l'impossible. Plus rapide, plus simple, plus accessible, le service public béninois change de visage et la transformation ne fait que commencer.
Au chapitre santé, la prévention sanitaire reste la meilleure arme. Avant tout mariage, connaître son électrophorèse est devenu un geste clé pour prévenir la drépanocytose. À Cotonou, témoignages et sensibilisation rappellent l'importance de ce dépistage trop souvent négligé. Koudous Abdoulaye et Macléod Adam Sodé nous en parlent dans ce reportage. J'avais une grande sœur qui a fait un enfant et l'enfant est SS et ça n'a pas été facile jusqu'à 3 jours de maladie, l'enfant est décédé. Avant de dire oui, un autre rendez-vous s'impose, celui de la connaissance de son statut drépanocytaire. Lorsque je suis jeune et que j'ai envie de me mettre en couple et que j'ai un projet de procréation, je fais assez rapidement mon électrophorèse de l'hémoglobine pour connaître mon statut, connaître le statut de mon conjoint et à deux, nous nous rendons chez un professionnel de la santé pour savoir si nous sommes compatibles. Les premières démarches pour un conjoint ou une conjointe, c'est de connaître leur statut. Ça, ce n'est pas négociable. Dans les rues de la capitale économique, plusieurs personnes reconnaissent ne pas avoir effectué le test, à l'image de ce jeune homme. Je ne connais pas mon statut par rapport à la drépanocytose. Toutefois, à l'occasion du mois de juin consacré à la lutte contre la drépanocytose, il promet de franchir le pas. Je compte aller faire le test dans ce mois qui est dédié au test gratuit. Conscients des ravages de cette pathologie héréditaire, certains n'hésitent plus à prodiguer des conseils aux plus jeunes afin qu'ils intègrent ce réflexe dans leur projet de vie. Le test est très très important pour savoir avec qui je peux me mettre dans le couple, avoir des enfants et avoir des enfants sains. Ça doit être notre réflexion, à ça nous devons passer. Il faut prévenir et prévenir veut dire aller faire le diagnostic très tôt, le diagnostic préventif, c'est ça qu'ils appellent dépistage. Le médecin rappelle les différentes compatibilités à considérer avant le mariage. Lorsque je suis AS, je vais me mettre en couple avec un autre sujet AA. Lorsque je suis AC, je vais me mettre en couple avec un sujet AA. Lorsque je suis SS ou SC, je vais me mettre en couple avec un sujet AA. Le fait que mon partenaire soit AA protège nos enfants et évite la drépanocytose à nos enfants. Au-delà d'un simple examen médical, la connaissance de son statut drépanocytaire s'impose comme un acte d'amour et de prévention. Après la prévention sanitaire, parlons de la dot, une autre étape clé avant le mariage. En Afrique, elle reste un rite coutumier fondamental qui symbolise l'union et le rapprochement de deux familles. Mais si elle conserve une forte valeur traditionnelle, la dot n'a pas toujours la même portée dans les réalités modernes. Dans ce reportage, Jennifer Sativi et Jacob Toshoedo nous parlent de la différence entre la dot et le mariage. La dot, une pratique ancestrale qui traverse les générations. Elle marque la reconnaissance d'une union et le rapprochement de deux lignées. Pour les familles, c'est bien plus qu'un simple échange de présents. Autrefois, c'était ça qui montrait le mariage. Avec la dot, tu allais chez ton conjoint. Le caractère sacré de la dot permet de maintenir le lien entre l'homme et la femme, même après le décès de l'un des conjoints. Elle symbolise ainsi l'union de deux lignées familiales. Sur les plans juridiques et religieux, la dot ne représente qu'une partie du processus d'union. Avant l'adoption du Code béninois des personnes et de la famille en 2004, la dot fait office de mariage. Mais depuis l'adoption du Code des personnes et de la famille en 2004 jusqu'à nos jours, la dot constitue une condition qu'il faut remplir impérativement avant d'aller au mariage. Donc on ne peut pas considérer que la dot est égale au mariage. Parce que lorsque vous donnez juste la dot, vous n'avez aucune obligation juridique sur la femme pendant toute cette période. Quand je parle souvent du mariage, je dis que ça a 3 pieds. C'est comme par exemple, vous voyez un trépied, c'est souvent 3 pieds. Ou bien quand on parle d'un foyer, dans le contexte africain, quand on parle d'un foyer, il y a 3 pieds qu'on dispose pour que quoi? Le foyer, d'accord, puisse bien se poser là-dessus. La dot est considérée comme le premier pied ou la première pied. Le mariage à l'état civil est considéré comme le deuxième pied ou la deuxième pied. Et le mariage à l'état religieux constitue le troisième. Donc, quand la dot n'est pas faite,
Le mariage civil, aujourd'hui, en République du Bénin, ne peut pas avoir sa raison d'être. Et si ce mariage civil n'est pas fait, aucune communauté religieuse digne de ce nom et sérieuse ne voudra se permettre le luxe de célébrer le mariage. Au regard de la loi, la distinction est loin d'être anodine. Les droits liés à la protection du conjoint ne concernent pas ce type d'union. Si éventuellement l'homme décède et a déjà une petite famille, a des enfants et la femme est là et tout, il y a certaines traditions dans lesquelles les familles viennent s'approprier tous les biens du conjoint, du décujus. En ce moment, maintenant, la loi permet à la femme de pouvoir, lorsqu'elle est mariée légalement, si elle n'est pas mariée, elle n'a aucun droit devant les juridictions pour enclencher une telle procédure, sauf si elle le fait au nom de ses enfants. Mais si elle est mariée, elle a déjà cette habilitation juridique qui lui permet de saisir les juridictions pour dire, voilà, nous sommes les ayants droit. Parce que lorsqu'un homme est marié et a des enfants, tout ce qu'il a comme bien revient directement à sa petite famille. Entre tradition, croyances et dispositions légales, la distinction entre dot et mariage reste encore peu comprise. Une nuance pourtant nécessaire pour mieux appréhender les implications sociales. Direction Tobin, dans un atelier où plusieurs artistes travaillent ensemble pour créer des œuvres. Leur matière première, c'est le bois. Génial Afoula Moussi Agboka et Lauriel Souba sont allés à leur rencontre pour voir quelques-unes de leurs œuvres. Reportage. Dans cet atelier, Rogatien, Bernard Mounirou et une dizaine d'autres donnent une seconde vie au bois. Ça, c'est une console qu'on a fait à base de la racine des bois. La racine des bois que les gens peuvent jeter pour faire du charbon avec nous. On a dit non, il faut qu'on les ramène et les transforme à une pièce qu'on peut utiliser et mettre dans le salon pour embellir la maison avec. Au-delà de l'aspect attrayant, chacune de ces pièces est porteuse d'un message. La culture Peul, avec les scarifications, et tout ça, et la coiffure Peul. Objets de décoration, équipements de maison, tout est pensé pour que chacune de ces œuvres soit le reflet d'une magnifique alliance entre art et menuiserie. Nous faisons des meubles avec du bois flotté, donc nous cassons les codes de la menuiserie, mais nous avons aussi besoin des règles de la menuiserie pour quand même établir l'équilibre dans les meubles. Il y a des menuisiers ici, il y a des artistes plasticiens ici. Nous faisons des pièces contemporaines, la sculpture contemporaine. Nous faisons des œuvres artisanales aussi. Un atelier où le bois ne finit pas en cendres, bien au contraire. Entre les mains de Rogatien, Bernard et Mounirou, c'est une culture, une identité qui se transmet planche après planche, un peu comme si à travers eux, le bois trouvait ses porte-voix. Et à la suite de ce journal, la série The River. À 14h, documentaire 5G et santé, quels sont les dangers? À 15h, le documentaire Terre de femmes, Indonésie. À 16h, documentaire également Intelligence artificielle, notre meilleur ami. À partir de 17h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match Portugal-RD Congo à 18h. À 20h30, le journal télévisé, édition unique. Merci de votre aimable attention.